Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avant d'en venir à notre sujet de ce soir, les Villot, 4 frères dans le vent, je désire vous donner quelques explications sur notre programmation. Certains d'entre vous attendaient Galères et Grands Vaisseaux, un nouveau vendredi annoncé par nos confrères de la presse spécialisée en programme de télévision. Nos confrères n'y sont pour rien. Nous avons en effet, pour des raisons d'actualité, programmé les Villot à la place de Galères et Grands Vaisseaux. Et nous nous excusons auprès de nos confrères, mais aussi auprès de leurs lecteurs, qui sont, je l'espère, nos téléspectateurs. Alors, pourquoi avoir programmé les Villot ce soir et pas vendredi prochain? 3 dates très proches nous y invitent. Lundi et mardi prochain, le président de la République effectue un voyage dans les Vosges, notamment à Saint-Dié, où il va probablement évoquer les problèmes du textile français. Samedi prochain s'ouvre à Paris le salon du prêt-à-porter. Ce salon réunit tous les professionnels du textile. Enfin et surtout, mercredi prochain, 14, l'administrateur provisoire de la société Agache-Villot fera connaître au comité central d'entreprise les conclusions des experts désignés il y a 3 mois après le dépôt de bilan du groupe. Ces experts, ceux de la SADEF, ont dressé l'inventaire, ont mis à plat le groupe sur les plans financiers, industriels, commercial. Mais, parallèlement au travail de ces experts, le nouveau vendredi a voulu voir de plus près ce qui se passait du côté de chez les Villot. Il a voulu savoir pourquoi un système vieux de 27 ans, le système Villot, allait éclater. Il a voulu comprendre pourquoi, depuis la fin de la guerre, on laissait mourir lentement le textile français. Il a voulu savoir encore comment les 30 000 salariés du groupe réagissaient à l'événement. On a voulu mesurer l'angoisse des familles, et c'est très difficile, devant la montée du chômage, devant les menaces de licenciement. Tout cela, vous le verrez. Vous l'entendrez. En revanche, vous ne verrez pas, vous n'entendrez pas les Villot. Pourquoi? Jean-Pierre et Antoine, 2 des frères, sont inculpés d'abus de biens sociaux et ils sont sous surveillance judiciaire. Mais vous n'entendrez pas non plus les 2 autres, Bernard et Régis. D'ailleurs, les Villot ont toujours refusé de rencontrer nos reporters et nos enquêteurs. Il fallait le préciser. Tout comme nos enquêteurs n'ont pas pu pénétrer dans les usines du groupe, sauf à la chemiserie d'Arras, la chemiserie Rousseau. Alors les images que vous verrez sont celles d'autres usines, sont celles d'établissements textiles dont les directeurs nous ont autorisé l'accès. Voici donc notre enquête sur les Villot. Pour les uns, de véritables ambulanciers du textile français moribond, pour les autres, des escrocs qui doivent rendre gorge rapidement. En France, l'industrie textile emploie 600 000 personnes. Ou à peu près, parce que le chiffre exact, personne ne le connaît. Et pour cause, ce chiffre, il change tous les jours. C'est que tous les jours, ou presque, il y a quelque part en France une usine qui licencie, une usine qui ferme ses portes, ou une usine laissée à l'abandon. Et aucune région n'y échappe. Ce qui est vrai dans le Nord est vrai dans les Vosges, dans le Centre ou dans le Sud-Ouest, partout. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. La preuve, on estime qu'en 15 ans, le textile français a perdu 40% de ses effectifs. Il est évident que cette hémorragie ne pouvait laisser indifférent le nouveau pouvoir politique. Surtout quand il annonce vouloir donner la priorité des priorités à la lutte contre le chômage. C'est pourquoi, dans cette optique, le gouvernement a décidé d'élaborer un plan de redressement du textile. Ce plan, qui devrait être rendu public incessamment, est attendu avec impatience par 20 000 personnes. Ces 20 000 personnes, ce sont les salariés de Boussac-Saint-Frère, la branche industrielle du groupe Villot. Car depuis le début de l'été, Boussac-Saint-Frère, une des toutes premières entreprises françaises du textile, depuis le début de l'été, Boussac-Saint-Frère a déposé son bilan. Mais pour comprendre ce qui arrive aux ouvriers et aux ouvrières des Villot, pour comprendre comment le textile français, qui représente encore 10% des emplois industriels du pays, a pu s'installer ainsi dans la crise, pour comprendre tout cela, un retour en arrière est indispensable. Un retour à l'époque où, au lieu de casser des usines, on en construisait, même si, à cette époque, les conditions de travail n'étaient certainement pas un modèle du genre. Dès maintenant, le personnel sera présent de 6 heures du matin à 6 heures du soir.
Chacun est tenu de faire des heures supplémentaires si la direction le juge utile. Il est interdit de parler pendant les heures de bureau. Le personnel ne doit pas se vêtir de couleur claire et doit porter des bas convenables. Il est permis de prendre de la nourriture entre 11h30 et 12h. Toutefois, le travail ne doit pas être interrompu. Chaque membre du personnel a le devoir de veiller au maintien de sa santé. En cas de maladie, le salaire ne sera pas versé. Pour terminer, nous attirons votre attention sur la générosité de ce règlement. Nous en attendons une augmentation considérable du travail. 1910. Règlement intérieur d'une usine. Née en Angleterre, l'industrie textile ne commence vraiment à se développer en France qu'à la fin du siècle dernier. En commençant par le Nord. C'est logique. Dans le Nord, il y a tout ce qu'il faut. Premièrement, il y a l'énergie, c'est-à-dire le charbon. Deuxièmement, il y a les voies de communication, en particulier les ports par lesquels arrivent la laine et le coton. Troisièmement, il y a les capitaux des grands négociants de la région. Et puis aussi, quatrièmement, il y a la main-d'œuvre. Une main-d'œuvre déjà habituée au travail industriel, puisque dans le Nord, il y a des mines, dans lesquelles travaillent aussi bien les hommes que les femmes et les enfants. À l'époque, on n'est pas trop regardant sur les conditions de travail. Les patrons se préoccupent plus de bâtir des usines qui ressemblent à des châteaux forts que de faciliter la vie quotidienne de leurs employés. Le bruit, la poussière, les odeurs nauséabondes, le mauvais éclairage font partie de l'environnement permanent des usines. Quant aux rémunérations des ouvriers, inutile de préciser qu'elles sont très faibles. Même si une certaine forme de protection sociale permet à un patronat qui se veut chrétien de donner le change. Les patrons du textile ne passent guère de temps dans leurs usines. Elles tournent toutes seules. Ce qui permet aux patrons, justement, d'accumuler discrètement des richesses. C'est l'époque où les grandes dynasties se constituent. Parmi les plus célèbres, les familles Prouveau, Motte et Thiriet. Et aussi la famille Agache qui fera parler d'elle plus tard, quand 4 frères du nom de Villot s'y attaqueront. Marcel Boussac, lui, ne fait pas partie d'une grande famille textile. Aussi, lui, peut-il faire étalage de sa fortune. Sortie mondaine et parfois royale, rien n'est épargné au bon peuple. Pourtant, lui aussi subira le sort de beaucoup d'héritiers de patrons du XIXe siècle. Incapable de s'adapter aux conditions modernes de l'économie, Marcel Boussac perdra l'empire textile qu'il s'était constitué au profit, une fois encore, de 4 frères sobres et discrets, les frères Villot.
Aujourd'hui, il y a longtemps que l'industrie textile a essaimé sur tout le territoire national. Certes, la région Nord-Pas-de-Calais reste toujours la principale région textile. Ici, dans cette région, on travaille surtout la laine et le lin. Le lin, la seule matière première naturelle du textile qui soit française à 100%. En Alsace, dans les Vosges, c'est plutôt le coton. Dans la région Rhône-Alpes, où l'industrie de la soie s'était considérablement développée au siècle dernier, c'est surtout maintenant les fibres artificielles et les fibres synthétiques qui dominent. Dans le centre de la France, dans les Pays de la Loire ou encore dans la région parisienne, c'est la confection, c'est l'habillement. Et puis il y a des régions ultra spécialisées, par exemple Troyes, c'est la capitale française de la bonneterie. Pourtant, qu'il s'agisse de laine, de coton, de lin, de soie, de fibres, qu'il s'agisse de filature, de tissage, de confection, partout en France ça va mal. On ne le voit pas seulement en comptabilisant le nombre d'entreprises qui ferment leurs portes et le nombre de chômeurs. On le voit en remarquant que, par exemple, sur 10 pullovers vendus en France, 7 sont fabriqués à l'étranger. Et on peut dire exactement la même chose pour les bas et les collants. Mais attention, si la concurrence étrangère a conquis de telles positions en France, c'est en partie parce que la plupart des patrons français du textile n'ont pas suffisamment investi. En d'autres termes, ils n'ont pas suffisamment modernisé leurs usines. Et ils n'ont pas tenu compte non plus de la demande des consommateurs qui avait changé. Ils s'imaginaient, ces patrons traditionnels, qu'ils étaient les seuls au monde. Et c'est entre autres parce que les fils ou les petits-fils des fondateurs d'un grand nombre d'entreprises ne l'ont pas compris que le textile français est entré dans la crise. Et c'est aussi comme ça qu'à côté d'un patronat traditionnel qui se contentait de faire tourner ses usines sans trop se préoccuper de la concurrence et de l'évolution technique, à côté de ce patronat donc qui considérait ces usines comme une source inépuisable de revenus, d'autres types de patrons sont apparus, des patrons qui au cours des ans se sont constitués de véritables empires industriels. Dans l'ordre chronologique, on a d'abord connu Jean Prouveau et Marcel Boussac. L'un était devenu l'empereur de la laine, l'autre celui du coton. De nombreux points communs les caractérisaient. Nés tous les deux à la fin du siècle dernier, ils avaient commencé à développer sérieusement leurs affaires après la grande crise économique de 1929. Et cela en grande partie sur le dos d'industriels qui n'avaient pas su s'adapter. Plus tard, pourtant, dans les années 70, Boussac tombera à son tour pour ne pas s'être adapté, lui non plus, à son temps. Plus avisé que son contemporain, Prouveau, en revanche, sauvera son groupe en plaçant à sa tête des gestionnaires qui n'étaient pas issus de sa famille. Prouveau et Boussac ne furent cependant que les ancêtres de cette nouvelle race de patrons aux dents longues, des patrons que l'on peut qualifier de patrons récupérateurs. Le plus jeune d'entre eux, par exemple, s'appelle Maurice Biedermann. Il a 46 ans et il est déjà depuis plusieurs années le numéro 1 européen de la confection. Pour en arriver là, il a racheté successivement une bonne dizaine d'entreprises dont la plupart étaient au bord de la faillite. Il avait commencé en novembre 1972. Mais depuis quelques mois, il semble marquer une pause, comme s'il s'était essoufflé. Pourtant, ce qui aurait été le plus beau coup de sa carrière, il l'a raté. C'était il y a 3 ans. En effet, il y a 3 ans, il avait été à 2 doigts de récupérer l'Empire Boussac. Il serait certainement parvenu à ses fins s'il n'avait pas rencontré sur sa route un adversaire de taille. Un adversaire dont on peut dire aujourd'hui qu'il est l'exemplaire le mieux réussi du patron récupérateur. Un exemplaire à 4 visages, puisque, vous l'avez deviné, il s'agit des 4 frères Villot. 4 visages, c'est beaucoup dire, parce qu'en général, des visages, ça se voit. Or, les visages des Villot, on ne les voit pas, ou très peu. Ils ne se montrent pas dans les cocktails mondains, ils ne sont pas membres de clubs huppés comme le Rotary, ils ne sont pas présents sur les champs de course, ils ne font jamais étalage de leur fortune. Pourtant, leur fortune, elle est immense. Avec leur traditionnel costume sombre croisé qui accentue encore leur aspect passe-muraille, les frères Villot sont un véritable mystère. Bien sûr, on sait que Jean-Pierre est plutôt le financier du Quatuor. On sait aussi qu'Antoine en est plutôt l'industriel. Et que Régis et Bernard, les 2 autres, sont plus effacés. En fait, personne ne sait très bien, sauf eux bien sûr, le rôle exact de chacun. C'est pourquoi on a tendance à considérer qu'ils ne font qu'un. Comme les mousquetaires lorsqu'on parle d'eux avec révérence, comme les Dalton lorsqu'on considère que leurs opérations relèvent plutôt des tribunaux correctionnels. En tout cas, la solidarité qu'ils manifestent entre eux est très ancienne si l'on en croit la rumeur publique à Roubaix. En effet, ne dit-on pas dans le Nord que lorsqu'ils étaient à l'école, ils formaient déjà un groupe compact
destinés à conquérir le maximum de billes à leurs petits camarades. Eux aussi sont issus d'une famille textile du Nord, mais une toute petite famille. La petite affaire du père Villot marche bien, sans plus. Aussi, en 1954, lorsque les 4 frères Villot héritent de l'entreprise paternelle, ils ne sont même pas sûrs qu'elle pourra tous les nourrir. C'est pourtant à partir de cette usine de crêpes que les Villot vont partir à la conquête de l'industrie textile française. Petit à petit, avec la discrétion qui leur est coutumière, ils vont reprendre une bonne vingtaine d'entreprises de la région. Des entreprises que les propriétaires ont conduit au bord de la faillite. Et puis, à la fin des années 60, ça va être le grand coup. Plus exactement, le premier grand coup des frères Villot. Ce grand coup, ça va être le rachat d'Agache. Agache, le spécialiste français du lin. Agache, un nom de famille célèbre dans les dynasties textiles du Nord. Ignorés jusqu'alors par la grande bourgeoisie, les frères Villot commencent à faire parler d'eux. Pourtant, considérés comme des parvenus, ils ne sont pas admis dans les cercles locaux. À vrai dire, ils n'en sont pas trop mécontents. Ils ont bien d'autres choses à faire. Et ce qu'ils ont à faire, les Villot, c'est de continuer à racheter des entreprises en difficulté. Des entreprises qui, justement, appartiennent à ceux qui les excluent de leur monde. Car pour récupérer des entreprises, ils ne s'en privent pas, les frères Villot. Après la famille Agache, c'est la famille Saint qui se voit dépossédée. En effet, la famille Saint perd le contrôle de l'entreprise Saint-Frère. Pendant ce temps-là, pendant que les Villot s'emparent d'entreprises mal gérées, dans les usines, on continue le même travail. Bien sûr, les conditions de ce travail se sont améliorées par rapport à ce qu'elles étaient au début du siècle. Pourtant, si les enfants n'ont plus le droit d'être utilisés en usine, les femmes restent la principale source de main-d'œuvre. En effet, malgré les progrès techniques réalisés, malgré l'automatisation des machines, le doigté, la dextérité des femmes sont toujours très recherchés par les employeurs. Et puis, dans le textile, les salaires sont toujours parmi les plus bas de l'industrie. De ce point de vue, on ne peut donc pas considérer que le textile a beaucoup évolué au cours des ans. Les Villot ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Non contents de récupérer des usines textiles, ils se mettent maintenant à récupérer les magasins qui vendent des articles textiles. C'est ainsi que la Belle Jardinière et que le Bon Marché passent sous leur coupe. C'est pourtant à ce moment qu'on a bien cru que l'irrésistible ascension des frères Villot allait se transformer en une chute vertigineuse. En effet, au fur et à mesure que l'appétit des Villot grandissait, leur méthode était observée de plus près. On se demandait si une réussite aussi rapide et aussi insolente vis-à-vis du patronat traditionnel n'était pas due à quelques opérations frauduleuses. Mais on eut beau chercher, on ne trouva pas grand-chose. Certes, les frères Villot furent-ils inculpés d'abus de biens sociaux au milieu des années 70, c'est-à-dire qu'on leur reprochait d'avoir mélangé les comptes de plusieurs sociétés dont ils avaient pris le contrôle, ce qui est en principe interdit par la loi. Mais au cours du procès qui s'ensuivit, ils s'en sortirent avec les honneurs de la guerre. C'est pourquoi ils poursuivirent leurs opérations de récupération comme si rien ne s'était passé. La seule différence, c'est qu'ils redoublèrent de prudence en rendant encore plus opaque qu'auparavant leur gestion.
Puis finalement, en rachetant des entreprises en difficulté, n'empêchait-il pas une explosion encore plus forte du nombre de chômeurs? À cette époque, le chômage commence à produire ses premiers effets. On n'en est pas encore aux 2 millions de chômeurs, mais c'est le moment où la courbe des sans-emploi se met à grimper. Dans certaines régions, cela devient même très inquiétant. Les jeunes qui sortent à peine de l'école sont les premiers touchés, les hommes comme les femmes. Oh, bien sûr, être embauché dans une usine textile, ce n'est pas pour ces jeunes une sinécure, mais c'est toujours un emploi. Au milieu des années 70, donc, le chômage n'est pas encore un fléau dont on parle en priorité dans les discours officiels. Mais on s'en inquiète. Le spectre de mai 68 est encore dans les mémoires. C'est aussi cela qui permet de mieux comprendre le terrain sur lequel les vilos ont pu prospérer. Lorsque des entreprises sont en train de couler, lorsque la seule perspective qui s'offre, c'est le licenciement massif ou la fermeture, dans ce cas-là, on est beaucoup moins regardant sur les méthodes de gens qui arrivent tels Zorro en proposant de redresser une situation désespérée. Même s'ils ne garantissent pas à ces hommes miracles la sauvegarde de tous les emplois. Après leur procès, les vilos vont se développer simultanément dans deux directions. D'une part dans le textile, d'autre part dans le commerce. Dans le textile, ils vont par exemple s'emparer de Cyclone, le deuxième fabricant français d'imperméables, et de Couturier, une entreprise de confection. Dans le commerce, ils vont s'emparer en France de la chaîne de meubles Conforama et en Belgique des galeries en SPAC. Apparemment donc, tout continue à leur réussir. La preuve, en guise de couronnement, ils prennent possession de l'empire cotonnier du vieux Marcel Boussac, un empire qui s'est effondré, mais qui emploie encore plus de 10 000 personnes. Nous sommes en août 1978. À vrai dire, c'est plus le gouvernement de l'époque qui offre sur un plateau le groupe Boussac aux vilos que les vilos qui s'en emparent. Parce qu'en août 1978, deux candidats sont encore en balance pour récupérer Boussac. Les vilos, bien sûr, mais aussi Maurice Biedermann. Maurice Biedermann, à l'époque, a la réputation de n'avoir jamais licencié qui que ce soit après avoir racheté des entreprises en péril. On ne peut en dire autant des vilos. C'est pourtant le plan des vilos qui emporte l'adhésion de l'Élysée. Il est vrai que la fortune des vilos paraît plus solide que celle de Biedermann. Pour Valéry Giscard d'Estaing et pour Claude-Pierre Brossolette, le patron du Crédit Lyonnais qui le conseille, c'est une meilleure garantie. Le soutien traditionnel du pouvoir politique aux vilos, une fois encore, ne s'est pas démenti.
Le fleuron que constitue pour les Villot le groupe Boussac sera pourtant 3 ans plus tard leur fossoyeur. Juste après qu'ils aient enregistré leur premier échec cuisant, cet échec cuisant, ce fut le rachat puis la liquidation aux États-Unis d'une chaîne de magasins du nom de Corvette. Aujourd'hui, le groupe Villot est un ensemble industriel, immobilier, foncier et commercial qui emploie près de 30 000 personnes. Au sommet, on trouve ce qu'on appelle une société holding. Une société holding, c'est une société purement financière qui détient les titres de propriété de toutes les autres sociétés du groupe. Cette société qu'on appelle holding, c'est la Société financière et foncière Agache-Villot. On dit aussi pour abréger SOIF, la bien nommée. À partir de là, existe la partie industrielle du groupe Villot. Et c'est Boussac-Saint-Frères, on dit aussi pour abréger BSF. Dans BSF, donc, on trouve un peu de tout. Des jeans, du linge de maison avec les marques Agalis et Jala, des chemises avec la marque Pierre Clarence et même des produits pour bébé avec la marque Peau Douce. On trouve aussi de la haute couture avec Dior, du prêt-à-porter avec Ted Lapidus et même des tentes de camping avec Raclay. Et puis aussi, il y a une partie distribution, c'est le Bon Marché, la Belle Jardinière, Conforama et les Galeries en SPAC. Mais le groupe Villot, c'est aussi des immeubles d'habitation et c'est aussi des activités dans le domaine de l'ingénierie puisque les Villot construisent des usines dans des pays sous-développés. Et enfin, il y a un patrimoine foncier dont on dit qu'il vaudrait entre 5 et 6 milliards de francs. Des francs lourds, très lourds même. L'Empire Villot, c'est tout cela. Parti d'une petite usine paternelle, 4 frères astucieux ont bâti en 25 ans un ensemble de 87 usines qui emploient 30 000 personnes. Mais un empire qui manque de transparence. N'a-t-on pas parlé à propos des Villot de rapacité dans l'opacité? Ce qui est sûr, c'est qu'il est très difficile de percer le mystère de leur méthode. Pourtant, 2 universitaires du Nord s'y consacrent depuis près de 10 ans. Cet ensemble industriel comme tel, se définit par une politique, une stratégie qui a toujours consisté à faire remonter l'argent qui était produit dans le système industriel vers la société foncière et au-delà de faire sortir cet argent de la société foncière vers les poches elles-mêmes des Villot. Donc la stratégie a toujours consisté, comme on le disait, à faire sortir l'argent, à le faire remonter. C'est le mécanisme d'une pompe à finance, tout simplement. Pompe à finance qui dégage l'argent du potentiel industriel et textile vers la société foncière et la holding. Lorsque l'on parle de pompe à finance, il faut distinguer 3 moyens essentiels qui ont été utilisés pour faire remonter justement l'argent des sociétés industrielles textiles vers la société foncière et au-delà dans les poches des Villot. Le premier moyen a consisté justement lors des rachats des entreprises textiles à séparer les activités proprement foncières des activités industrielles. Pour cela, que faisaient les Villot? Ils créaient des sociétés foncières qui possédaient les terrains et les bâtiments des usines. Et ces sociétés foncières, sociétés distinctes sur le plan juridique, louaient ensuite dans un deuxième temps aux sociétés industrielles ces mêmes terrains et ces mêmes bâtiments, et donc par là un premier circuit d'argent remonté vers les sociétés foncières et au-delà vers la société foncière et financière Agache-Villot, la SOIF. Le second moyen qui a été utilisé par les frères Villot pour faire remonter l'argent dans la société foncière a été d'utiliser le portefeuille de titres qu'ils possèdent. Mais le troisième moyen qui est employé en général, c'est un moyen qu'on pourrait appeler ou qualifier de rachat pour rien. Un exemple, là encore, c'est le rachat de la société Conforama, dont on connaît l'importance maintenant dans le groupe Villot. Cette société Conforama est divisée en 2 sociétés. 2 sociétés, la SIDEF Conforama, qui détient les magasins, et Conforama France, qui détient la marque Conforama et qui est une centrale d'achat pour les magasins sous la marque Conforama. La SIDEF Conforama, 70% de son capital a été racheté par la société foncière et financière Agache-Villot pour la somme modique, c'est le moins qu'on puisse dire, de 1 franc. C'est ce que j'appelle un rachat pour rien. Ce rachat pour rien est une pratique courante chez les Villot. Par contre, en ce qui concerne Conforama France, où là il y avait un rachat à effectuer, ce n'est pas la holding qui a financé le rachat, mais l'entreprise Saint-Frères, c'est-à-dire la partie textile du groupe. Et la règle
qui est appliquée là est une règle qui a été appliquée généralement dans tout le fonctionnement et dans toute l'histoire du groupe, c'est que dès qu'il y avait une opération impliquant une sortie de fonds plus ou moins importante, c'est la partie textile du groupe qui finançait cette opération et non pas la société foncière et financière, non pas la holding. Autrement dit, à chaque fois, c'est le textile qui finance les opérations, la holding qui profite des résultats. Le textile finance, la holding profite. Je crois que c'est la règle qui a été appliquée par les VIO de façon absolument constante. Tout à fait. Lorsque l'on dit justement que le textile finance, ça veut dire également qu'il est suffisamment rentable pour pouvoir financer l'ensemble des opérations que réalisait VIO. Et il est effectivement rentabilisé d'une façon très particulière par les VIO, à savoir qu'ils liquident systématiquement tout ce qui ne leur paraît pas peu ou très rentable à court terme, et ils orientent vers une politique des créneaux l'ensemble de leur secteur industriel. On peut prendre un seul exemple à cet égard, c'est celui dans la filature de coton et dans les produits de coton des couches pour bébés. Les couches pour bébés réalisent actuellement plus de 800 millions de chiffres d'affaires par an pour le groupe Agache-Fio dans le cadre de BSF. C'est vraiment une opération extrêmement rentable et une reconversion tout à fait réussie. Les VIO sont de bons gestionnaires industriels, mais ce sont aussi de bons gestionnaires financiers. Bons gestionnaires financiers, ils l'ont prouvé par le résultat auquel ils sont arrivés, mais avec une gestion financière qui repose sur des principes assez particuliers. Premier principe, des capitaux propres investis dans l'affaire très réduits. Il n'y a, par rapport au total du bilan, que très peu de capitaux propres investis par les frères VIO. D'autre part, un endettement à long terme, ou à moyen terme, c'est-à-dire au-delà de 5 ans, qui est très très faible, au moins pour la gestion courante du groupe, ça devient plus important sur la fin. Et enfin, troisième élément, un endettement à court terme extrêmement important, notamment vis-à-vis des fournisseurs. Ce qui signifie que le groupe doit toujours énormément d'argent à moins d'1 an. Mais cet élément, qui est très important pour la compréhension de ce qui se passe actuellement en ce qui concerne Boussac-Saint-Frère, cet élément n'est pas nouveau. Le groupe VIO a toujours constitué sa stratégie sur cet endettement à court terme extrêmement important. Bien entendu, cela entraîne des conséquences au niveau de la gestion quotidienne, si l'on peut dire, du groupe. Cela entraîne des passages à la limite de la légalité. Et on a vu à plusieurs reprises que les frères VIO étaient impliqués dans des affaires qui ne semblaient pas très claires du point de vue financier. À plusieurs reprises, les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes du groupe VIO. On a toujours demandé à ce que les frères VIO présentent pour leur société un bilan consolidé. Ça n'a jamais été fait ou fait uniquement partiellement. La commission des opérations en bourse est intervenue, notamment il y a peu d'années, pour essayer de voir clair dans des opérations de facturation interne du groupe. Les services fiscaux sont intervenus également pour contrôler les déclarations du groupe. À chaque fois, des sanctions minimes ont été prises, des transactions ont eu lieu entre les pouvoirs publics et les frères VIO qui ont abouti à ce que les sanctions prises soient réellement minimes, que les amendes soient peu importantes et que les redressements effectués soient eux aussi relativement peu importants par rapport à l'importance du groupe. Ce cheminement à la limite de la légalité est, à notre sens, imposé par la méthode de financement des VIO, méthode de financement qui, de leur point de vue, a cependant un avantage, c'est que, évitant l'endettement à long terme, c'est-à-dire l'intéressement de banques, notamment, dans les activités du groupe, cela permet aux frères VIO de conserver un droit de regard quasiment unique sur l'ensemble des immobilisations, on l'a dit tout à l'heure, qui représentent 5 à 6 milliards de francs, qu'ils peuvent, en quelque sorte, conserver par deux vers eux, sans qu'il y ait de contrôle extérieur. Voilà, je crois, brièvement résumé, les principes de la gestion financière des frères VIO. En quelque sorte, pour résumer, si on considère le capitalisme comme un train qui roule sur des rails, les patrons du textile traditionnel sont toujours en train de courir après le train, alors que les VIO sont montés dans la première voiture.
hein. Et ils ont reçu, dans cette première voiture, l'appui du gouvernement. Hein. Autrement dit, le contrôleur les a aidés à monter dans la voiture. Ce sont des capitalistes comme les autres qui utilisent les moyens que le système met à leur disposition. Les autres capitalistes utilisent les mêmes moyens. Ils ont cet avantage par rapport aux VIO, c'est qu'ils le font de manière plus discrète, en tous les cas, de telle façon que l'on en parle beaucoup moins. Ou bien alors, ils ont un code de déontologie qui leur permet de ne pas passer au-delà de certaines barrières que les VIO, quant à eux, n'hésitent pas à franchir. La différence entre les VIO et les autres, c'est que les VIO pratiquent un capitalisme que l'on pourrait qualifier de sauvage. Le premier qui monte, c'est 3h15. Tu vas arriver au travail à quelle heure? 5h moins 20 ici. Le premier qui monte, c'est à la Clarence. La Clarence, Divion, Bruet, Oudin, Haïcourt, Béthune, La Bassée et Lille. Le premier gars, chez moi, il se lève à peu près vers 2h30 du matin. Et il revient à quelle heure? Ben, il est chez lui vers 2h30 de l'après-midi. Ben, il fait partie 12h. Eux, faut se mettre à leur place, hein. Ils n'ont plus de boulot ici, où est-ce qu'ils vont aller? Il n'y a pas de boulot nulle part chez nous. La mise en accusation des frères Villot à laquelle on assiste actuellement ne doit pas masquer ce qu'est la réalité de leur empire. Cette réalité, c'est les 50 000 emplois qui en dépendent, autrement dit, les 30 000 emplois du groupe Villot proprement dit, auxquels il faut ajouter 20 000 emplois, sinon plus, chez les sous-traitants. Vous vous levez à quelle heure tous les matins pour votre travail? 2h30, 3h15. Tous les matins. Vous avez combien d'heures de trajet pour aller à l'usine? 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure pour aller, 3 quarts d'heure pour revenir. Et vous avez une famille? 5 enfants. Et comment ça se passe alors? Ben, j'ai ma fille qui a 13 ans, elle s'occupe de son petit frère qui a 10 mois. Et puis j'ai mon mari qui est au chômage, elle s'en occuper. Ça fait 3 ans que je fais la route et j'ai commencé il y a 12 ans, j'ai pris le travail au bout de 12 ans. Et il n'y a pas d'usine plus près de, Ah non, de il chez n'y a rien, vous? il n'y a rien. Hein. Vous gagnez combien? Sans être indiscret. 260, 280 000 au maximum. 260. Et vous pensez faire encore ce travail longtemps? Moi j'avais. Vous voulez quitter? C'est-à-dire. Est-ce qu'elle va encore continuer à marcher longtemps, l'usine, c'est ça? C'est ça le problème, hein? On va la rentrer du mois de septembre. Peu de temps avant l'élection présidentielle, on savait déjà que Boussac-Saint-Frère était en difficulté. En effet, un rapport interne du ministère de l'économie signalait le risque de 5000 suppressions d'emplois d'ici à la fin de l'année. Mais bien entendu, pas question d'en faire état en pleine campagne électorale. En revanche, après l'élection, rien ne s'y opposerait. Sauf que l'élection amenait la gauche au pouvoir, et du coup, amenait les frères Villot à déposer le bilan de Boussac-Saint-Frère. Go!
ce que nous attendons, c'est une politique différente de celle qui a été menée, qui nous a conduit à l'inflation, au chômage. Et je pense que tout en restant dans du raisonnable, du logique, c'est tout ce que nous n'avons pas eu jusqu'à présent. Puisque nous sommes actuellement dans une manifestation syndicale qui touche le textile, disons également une meilleure prise en compte des positions syndicales, peut-être justement dans ce problème textile pour aboutir à des solutions. La crise existe, mais il y a sûrement des solutions à trouver et je pense que le gouvernement, notamment de Mauroy, le gouvernement de gauche, doit trouver ces solutions. C'est ce que l'on souhaite, quoi. Et vous, madame? On est quand même dans une mauvaise situation. Hein, on ne sait pas du tout le bout qui va devant. Demain, nous partons en vacances. Nous ne savons même pas si nous allons avoir nos congés payés de régler. Nous sommes vraiment dans l'incertitude. Nous devons rentrer au mois d'août au travail. Nous ne savons même pas si l'usine sera réouverte. Alors, qu'est-ce qui justifie actuellement le dépôt de BSF? À notre avis, rien du tout par rapport, tout au moins, à la situation antérieure. Si effectivement BSF est une petite entreprise, il est clair que sa structure financière dont on parlait tout à l'heure, à savoir l'endettement important à court terme, justifierait un dépôt de bilan. Mais lorsque l'on regarde justement les comptes de BSF depuis plusieurs années, on s'aperçoit que, à la date du dépôt de bilan, la situation par rapport à l'année dernière et même aux années antérieures, non seulement ne s'est pas détériorée, mais s'est nettement améliorée. Deux exemples à cet égard. En ce qui concerne l'endettement vis-à-vis des fournisseurs dont on parlait par rapport aux clients. Au 30 juin 80, BSF devait à ses fournisseurs par rapport à ses clients 687 millions de francs lourds. À la date du dépôt de bilan, il ne devait plus que 368 millions de francs lourds, c'est-à-dire 300 millions de moins qu'il y a 9 mois. Donc pourquoi avoir déposé le bilan maintenant alors que la situation s'améliore? Première question. Deuxième question qui implique un deuxième élément, en ce qui concerne les emprunts à court terme. Ces emprunts qui sont faits à court terme étaient également, il y a un an, à peu près au niveau de 260 millions. À l'heure actuelle, ils tournent autour de 280 millions de francs lourds, donc une légère augmentation de 20 millions. Donc là également, on n'a pas de justificatif qui permettait de dire il faut maintenant déposer le bilan, alors que ça n'avait pas été fait l'année dernière, qui était une situation beaucoup plus délicate du point de vue financier. Donc, si on a déposé le bilan juste après le 10 mai, c'est bien que l'essentiel qui s'est passé, c'est un problème politique. Les Villot ont toujours été les gestionnaires du capitalisme dans le cadre des liaisons qu'ils entretenaient avec les pouvoirs précédents. Et à notre avis, ils ont voulu mettre en difficulté, et notamment dans le domaine de l'emploi, ils ont voulu forcer la main à un gouvernement de gauche en déposant le bilan. Cette opération, ne se justifiant absolument pas d'un point de vue purement financier, par rapport aux années précédentes toujours, il n'y a donc qu'une question qui est une question politique. Que veulent les Villot par rapport au nouveau pouvoir ? On peut aussi se demander que veut le nouveau pouvoir par rapport aux Villot. Pour l'instant, on sait simplement que, pour reprendre l'expression du ministre de l'Industrie, Pierre Dreyfus, il s'agit pour le gouvernement de faire rendre gorge aux frères Villot. Alors bien sûr, on se dit que la première chose à faire, c'est de réinjecter dans le groupe industriel des Villot ce qu'ils en ont retiré. On estime par exemple que ces 3 dernières années, près de 100 millions de francs ont été ainsi prélevés par les 4 frères. À ce sujet, les syndicats ont d'ailleurs fait récemment une découverte étonnante. Ils ont découvert l'existence en Belgique d'une sous-filiale de Boussac-Saint-Frère qui avait déclaré en 1980 un bénéfice de plus de 36 millions de francs français. Et tenez-vous bien, dans cette société ô combien rentable, il n'y avait que 8 personnes. En réinjectant de l'argent dans les sociétés industrielles des Villot, on pourrait peut-être inverser le courant qui fait qu'en France aujourd'hui, de nombreuses usines textiles sont livrées à des casseurs, plus exactement à des démonteurs.
Anciens responsables de l'entretien de machines dans des affaires textiles qui ont dépéri, ils ont retrouvé du travail dans cette activité de démontage. Et ces machines qu'ils démontent, eh bien, elles vont être livrées par la suite en pièces détachées en Espagne, en Afrique et en Colombie. Les difficultés que rencontre l'industrie textile, et plus particulièrement le groupe Villot, ces difficultés ont des répercussions négatives, non seulement sur la vie économique, mais aussi sur la vie tout court de nombreuses régions. En effet, le groupe Boussac-Saint-Frère, c'est d'abord le nord, mais c'est aussi l'est, en particulier les Vosges, et c'est aussi le centre. Or, dans toutes ces régions, l'industrie textile est une des principales industries locales, quand elle n'est pas la seule. Ainsi, dans les Vosges, 6 à 7 000 emplois dépendent des Villot. S'ils étaient supprimés, ces emplois, on peut considérer que les vallées dans lesquelles ils sont situés mourraient. Sauf, bien sûr, si on trouvait des industries relais. Mais ces industries de remplacement, on ne les fait pas venir comme ça spontanément par un coup de baguette magique. Il suffit de se souvenir de l'échec relatif des tentatives qui avaient été faites il y a 3 ans pour remplacer en Lorraine les emplois perdus dans la sidérurgie. Si le problème est moins grave dans le Nord que dans les Vosges, parce que dans le Nord, on n'a pas affaire à une mono-industrie, le problème est cependant très difficile à résoudre. Quand on sait par exemple que l'agglomération de Roubaix-Tourcoing perd chaque année 5 000 emplois, on comprend mieux que le remplacement de ces emplois perdus soit devenu une des préoccupations majeures des élus locaux. Roubaix était appelée la capitale, la métropole mondiale du textile, la Manchester du textile. Alors, il est bien certain qu'à Roubaix, dès que la laine éternue, si je puis dire, bon, Roubaix s'enrhume, mais il est certain que la crise du textile a fait qu'un certain nombre d'entreprises, d'usines ont fermé. Cela amène 3 réactions importantes. La première, c'est bien sûr du chômage. Du chômage, ça veut dire que, bien, au niveau des finances communales, au niveau du bureau d'aide sociale, il y a des aides importantes qui sont apportées, qui sont prises sur le budget communal. La deuxième réaction importante, c'est la disparition de ressources pour la ville, car les entreprises payent ce qu'appelle la patente, la taxe professionnelle maintenant, et il est bien certain qu'au plus des entreprises ferment, au plus la charge reste la même, mais sur un nombre d'entreprises beaucoup plus restreint. Et cela risque donc d'alourdir les charges des entreprises qui restent, et ça risque donc de les faire capoter ou de les faire partir. Et troisième réaction importante sur la vie de la ville, c'est sur le plan de l'urbanisme. Ces usines qui se transforment en friches et qui restent des années inoccupées, inutilisées, qui donc vieillissent mal d'ailleurs, et créent des chancres dans le tissu urbain. Vous avez pu voir Roubaix, tissu urbain très imbriqué, usine, habitat. Et bien certain que lorsque dans l'habitat se crée ce type de chancre, cela crée des conditions déplorables de voisinage et d'environnement. L'ensemble des usines textiles qui ont disparu n'a pas été remplacé nombre pour nombre d'emplois par d'autres activités. Il a donc fallu que la ville ou les élus se préoccupent
de ce type d'activité. Ça a d'ailleurs été pour Roubaix une grande première nationale, puisque depuis 4 ans, nous nous battions pour faire admettre que les élus devaient avoir un droit de regard sur l'activité économique. L'activité économique non pas en tant que telle, mais en ce sens qu'elle occupe du territoire municipal, communal, et qu'une disparition, une création d'entreprise, ça n'est pas neutre sur un territoire communal. Et nous avons donc, depuis 4 ans, mené cette bataille de ce qu'on appelait les friches industrielles, c'est-à-dire que la ville s'est fait autoriser à racheter un certain nombre d'entreprises, d'usines fermées, de les réadapter, de les réaménager et de les reproposer à d'autres industriels venant faire autre chose que du textile. Dans les courées, on attend. On continue à mener la même vie qu'auparavant, comme s'il s'agissait de conjurer le sort, comme s'il s'agissait d'ignorer les menaces qui pèsent sur l'emploi. Ou alors, peut-être, est-ce que dans les courées, on attend beaucoup du gouvernement? Ce gouvernement qui fait inculper les frères Villot et qui affirme que ces Dalton du textile paieront. Ce gouvernement qui promet que l'activité des usines du groupe sera assurée jusqu'à ce qu'il fasse connaître son propre plan de sauvetage. Ces solutions, justement, elles devaient être rendues publiques à la fin du mois de septembre. Elles le seront un peu plus tard. C'est toujours ça de gagner, se dit-on chez les ouvriers de Boussac-Saint-Frère. Et pour tromper l'angoisse, on essaye d'oublier les mises en garde et les inquiétudes des syndicats. Car les syndicats sont inquiets, ils ne comprennent pas très bien qu'ils ne soient pas tenus au courant des solutions qui sont en train de s'esquisser dans les coulisses. Ou plutôt, ils craignent, les syndicats, de trop bien comprendre. Ils craignent de comprendre que la totalité des emplois de Boussac-Saint-Frère ne sera pas conservée. Il est vrai que dans la mesure où le gouvernement compte intégrer la solution Boussac-Saint-Frère dans un plan plus vaste, un plan qui concerne l'ensemble de l'industrie textile, on considère comme peu probable le maintien de l'intégrité actuelle du groupe. Et il est probable aussi qu'on assistera à une nouvelle redistribution des cartes dans cette industrie. Car il ne faut pas l'oublier, l'industrie textile française ne se résume pas à Boussac-Saint-Frère. Elle doit faire face, cette industrie, à des problèmes spécifiques tout à fait indépendants des méthodes de gestion des frères Villot. Et un de ces problèmes, c'est par exemple la concurrence des pays étrangers. Voilà, je pense que vous y voyez un peu plus clair maintenant. Guy Schwartz, vous avez été notre enquêteur sur cette affaire des Villot. Alors d'abord, une impression d'ensemble sur ce que vous avez vu et entendu. Bien, pour résumer, je dirais que le sentiment général qui domine chez les ouvrières et les ouvriers des Villot que nous avons vus, ce sentiment général, c'est l'inquiétude. C'est l'inquiétude, mais ce n'est pas le désespoir. Et si ce n'est pas le désespoir, du moins pour l'instant, c'est, je crois, pour au moins 2 raisons. La première de ces raisons, c'est que, quelles que soient les opinions politiques des salariés des Villot, ils ont le sentiment que le gouvernement ne les laissera pas tomber, du moins qu'il ne pourra pas les laisser tomber. Comme ça, brutalement, du jour au lendemain, sans que des solutions de rechange leur aient été proposées. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est que les salariés des Villot, comme beaucoup de salariés de l'industrie textile en France, sont devenus sceptiques au cours des temps. Ils sont devenus sceptiques, pourquoi? Parce que depuis tant et tant d'années qu'on leur dit qu'en France, l'industrie textile est condamnée, que leurs usines sont condamnées, que leurs métiers sont condamnés, et que l'industrie textile en France, elle existe toujours, leurs usines existent toujours et leurs métiers existent toujours. Alors ils se sont dit, après tout, pourquoi pas encore des années comme ça? Bien, alors vous abordez déjà la deuxième question. Au fond, ce qu'on va leur proposer mercredi prochain, c'est une restructuration d'ensemble. Non, là, vous allez un peu trop vite. La restructuration, ça viendra un peu plus tard. Ce qui se passera mercredi prochain, au comité central d'entreprise, en fait, ce qui se passera, c'est que les experts qui, depuis 3 mois, ont étudié, analysé en détail le groupe Villot, ces experts présenteront leurs conclusions. Alors, cette expertise, elle s'est déroulée sur 3 plans. Sur le plan financier, sur le plan industriel et sur le plan commercial. Et c'est une analyse qui a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de temps, parce que, comme vous le savez, étudier le groupe Villot, ce n'est pas une mince affaire. Alors précisément, les Villot, les hommes, les familles Villot,
Que va-t-il advenir d'eux et d'elles? Ben écoutez, on ne peut pas préjuger de ce que décidera les tribunaux correctionnels qui auront à trancher, à savoir si Jean-Pierre et Antoine Villot, qui ont été inculpés, je vous le rappelle, d'abus de biens sociaux. Et je vous rappelle que abus de biens sociaux, ça veut dire que ils ont mis de l'argent d'une société dans l'autre, qu'ils ont fait des transferts de fonds, sans que ce soit vraiment très légal. Mais ça, c'est le tribunal qui en décidera. Et je crois que nous n'avons pas à préjuger de ces décisions. De toute façon, il est clair que, quel que soit ce jugement, les Villot perdront le contrôle de leur groupe. Ils perdront le contrôle de leur groupe. Alors, bien sûr, on pourra peut-être les obliger à remettre l'argent qu'ils ont retiré de ce groupe dans les entreprises qui en font partie. Mais ça, je crois que c'est en fait la conclusion de ce que sera le plan ou les plans de sauvetage et de restructuration du groupe Villot. Et ça, on le verra beaucoup plus tard. Ne croyez-vous pas qu'à force de focaliser sur la personne des Villot, on a en quelque sorte occulté complètement l'ensemble du problème textile? C'est exact. C'est exact parce que le groupe Villot est un groupe textile important en France. Il représente à peu près 10% des effectifs de l'industrie textile. 10%, ça n'est pas négligeable, mais ça n'est tout de même pas l'ensemble de l'industrie textile. Mais il est vrai aussi que, comme dans toute industrie, très souvent les leaders font la loi sur un marché ou dans une industrie. Et les Villot étant avec le groupe DMC ou le groupe Prouveau, deux autres groupes d'ailleurs issus du Nord, il n'est pas pensable que on puisse traiter des solutions pour l'industrie textile française sans trouver des solutions pour le groupe Villot. Donc, d'une certaine manière, le groupe Villot a bien sûr des problèmes, mais deux types de problèmes, je dirais. Et je crois qu'il faut les séparer. Et ce que vous disiez, le fait qu'on ait un peu occulté la situation réelle, je crois que vous avez raison, parce que le groupe Villot, ça n'est pas seulement les manipulations financières, industrielles et commerciales qu'ont réalisé ces quatre frères. C'est aussi la situation réelle, de base, de cette industrie textile. Bien, alors, il y a une dernière chose qui est importante, et là je voudrais évoquer le réflexe nationaliste. Le fait de tirer à vue sur les Villot, et à travers eux sur le textile français, n'est-il pas sans danger sur le plan de la concurrence étrangère? Le danger existe, c'est évident. Vous savez, nous sommes dans un monde où la concurrence internationale est féroce, et dans le textile, plus peut-être que dans n'importe quelle autre industrie. Cela étant, que les Américains, je pense que c'est à ça que vous faites allusion, que les Américains aient tiré à boulet rouge sur les Villot en disant les frères Villot sont inculpés, ils vont aller en prison, l'industrie textile française s'effondre, etc. Bon, c'est de bonne guerre. Je n'irai pas jusqu'à dire que si un grand groupe textile américain s'était effondré et que les journaux français n'auraient pas dit l'industrie textile américaine s'effondre, c'est le moment d'en profiter, allons-y. Je dirais que c'est de bonne guerre. Et je crois qu'à plus long terme, même si on peut imaginer, et encore j'en suis pas convaincu, si on peut imaginer qu'à court terme ça puisse poser quelques problèmes sur certains marchés, je crois qu'à long terme, c'est une opération de salut public et qui sera finalement très bénéfique pour l'avenir de l'industrie textile française. Guy Schwartz, je vous remercie pour cette enquête et ces précisions. Je vous remercie aussi, vous téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission sur les frères Villot, quatre frères dans le vent. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau vendredi qui sera consacré au Sacré Père Blanc, les fourmis du bon Dieu.